Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, et ce fut vrai à toutes les époques, depuis son édification, la Tour Eiffel symbolise, j'irais même plus incarne, Paris, notre capitale, ce qui peut paraître paradoxal pour un monument de fer. Le génie de l'ingénieur Eiffel, universel, survit au travers sa tour. Véritable testament de fer, comme les cathédrales, sont souvent des testaments de pierre. Alors que lit-on dans ce monument, ce livre à portée et à vocation universelle, rappelons-le, libre de droit. Et d'ailleurs, dans l'ensemble de l'œuvre prométhéenne de l'ingénieur, qui ne se réduit pas loin s'en faut à sa tour, pour en parler avec nous, dans ce monde réel sur Géopolitique profonde, l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, Philippe Couprier-Eiffel. Allez, on embarque tout de suite. Vous êtes sur Géopolitique profonde et c'est parti. Eh bien voilà, nous sommes en direct, mes chers téléspectateurs. Donc, rappel utile, toujours en début d'émission, Géopolitique profonde, le magazine, c'est celui de la rentrée. Pour un approfondissement, n'hésitez pas à vous abonner, chers internautes. Allez, au hasard, le sujet, non, pas ça. Géostratégie, Dimitri de Kochko, OTAN-Russie, vers un conflit mondial. Faut-il s'attendre à ce type d'extrémité? On espère que non, mais en tout cas, c'est une analyse particulièrement poussée de cette problématique géostratégique. Comme vous venez de l'entendre, mon invité aujourd'hui, et je me tourne tout de suite vers lui, c'est Philippe Couprier-Eiffel, arrière-arrière petit-fils de l'ingénieur. On n'a pas besoin d'en dire plus quand on a déjà dit Eiffel auparavant. Déjà, bonjour. Bonjour, Nicolas. Et puis bienvenue donc dans ce monde réel. Merci de m'inviter. C'est ce qui m'intéresse, moi, dans ces émissions, c'est le grain de l'incarnation. C'est-à-dire que avoir affaire à non pas à des personnes finalement hors sol, des gens qui connaissent parfaitement bien le sujet qui est le leur et qui vont nous en parler avec toute l'expérience, tout le vécu et souvent, et ce sera votre cas aujourd'hui, toute la passion qui vous anime. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est... Bon, certes, vous n'êtes pas le fils de Gustave Eiffel, mais enfin, vous êtes dans une lignée directe. Est-ce que ce n'est pas, ce nom n'est-il pas trop pesant, je dirais, par rapport être comme ça, de cette lignée, de ce personnage absolument hors norme, hors du commun? Écoutez, le nom a une consonance qui est forte, évidemment, à travers le monde. Comme vous avez dit très justement, la Tour Eiffel cache un peu l'arbre, est un peu l'arbre qui cache la forêt de toutes les réalisations de l'ingénieur. Le fait de porter le nom, c'est quand même un symbole qui relie, un symbole qui rassemble les gens. C'est un nom qui est resté, grâce à la Tour, grâce à ses réalisations, qui est resté dans la mémoire collective comme un nom de reliance, comme un nom de paix, comme un nom qui a fait avancer la science. Comme un nom qui a été audacieux, comme un nom qui est périn, grâce à la tour qu'il a construite. Elle devait être démolie. Eh oui. Elle ne l'est pas. Démolie, démontée. Démolie, démontée. Grâce à Gustave Eiffel, grâce à son acharnement à la conserver, à la rendre utile, eh bien, elle est toujours là. C'est son image toute simple, c'est ça, et reconnaissable dans le monde entier. Elle a une forme tout à fait symbolique, qui est un assemblage de nombreuses piles, de nombreuses entretoises, de nombreuses pièces qui sont toutes différentes des autres, parce que la tour Eiffel est un résultat de calculs mathématiques. Chaque pièce, d'ailleurs, est utile dans cette tour, sauf l'arche qui a été dessinée par l'architecte maison de la société Eiffel à l'époque, société Gustave Eiffel, qui est Monsieur Sauvestre, qui était l'architecte maison. Et donc, effectivement, porter un nom comme Eiffel, c'est aussi un devoir de ne pas dire trop de bêtises. C'est un devoir de réflexion. Puis c'est surtout un devoir de mémoire pour moi, parce que j'ai la chance d'avoir un certain nombre d'archives, et j'ai consulté beaucoup d'archives du grand homme. Et on voit, si vous voulez, que l'homme a été quelqu'un qui a voulu partager ses savoirs, qui a voulu partager... Alors je rappelle, pour le premier partage qui me vient à l'esprit, c'est évidemment, il s'est réservé en 1885 par un brevet
l'image de la Tour Eiffel, qui partageait d'ailleurs avec ses ingénieurs, Coquelin et Nouguier, Maurice Coquelin et Émile Nouguier, il abandonne ce brevet par une lettre explicite dès 1889. Le 28 février, il écrit à Jules Jaluzeau, à qui il avait concédé cette image pour faire, avec les chutes de la tour, des tours Eiffel. Et il écrit devant les réclamations du commerce parisien. Je me suis réservé, comme vous le savez, je me suis réservé par un brevet l'image de cette tour. Et donc, je souhaiterais que la licence soit arrêtée et que la tour soit dans le domaine public, libre de droit, comme vous l'avez dit dès le départ, et en même temps qu'elle puisse être libre sans compensation. C'est important, sans compensation. Il laisse à ce moment-là son brevet, alors que ça aurait pu lui rapporter beaucoup d'argent, certainement. Et donc, il abandonne ça parce que, en fait, il veut dire « je suis un ingénieur, je ne suis pas un commerçant ». Mais il était quand même aussi un peu commerçant, certainement. Mais là, en l'occurrence, sur ces écrits, ce sont les volontés clairement exprimées, par écrit, par l'ingénieur, et le devoir de tout le monde, notre devoir, à nous, descendants en particulier, c'est de respecter les volontés du grand homme. Et il y a eu des volontés qui ont été clairement... Il y a plusieurs volontés qui ont été clairement exprimées. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous en parle. Ah ben absolument, tout à fait. Bien sûr. C'est des volontés qui sont clairement exprimées dans des lettres. Je vous laisse vous exprimer, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à vous... Pas de question à vous poser. Hein. Si vous me permettez, alors je vais rappeler les 4 volontés importantes de l'ingénieur, qui sont la première... volonté lorsque il a bien voulu protéger cette tour, 4 ans avant sa construction. La deuxième, on peut dire, c'est lorsqu'il a fait un contrat avec la ville de Paris, avec l'État, avec le préfet Poubelle et avec le ministre M. Locroix, Édouard Locroix. Il a demandé à ce que la société de la Tour Eiffel puisse être une société, c'est dans l'article 14 de cette convention, c'est vraiment très clair, c'était signé par lui, par le ministre et par le préfet. Il écrit la société, on peut constituer une société de la Tour Eiffel. Cette société doit être, ne servira qu'à construire ou qu'à exploiter la Tour Eiffel. Donc ça, c'est aussi ça fait partie de ses volontés. La troisième, ça a été au moment de l'affaire de Panama, de dire dans une lettre à ses administrateurs de sa société, Gustave Eiffel et compagnie, il a dit « Je vois les dangers d'une industrialisation sous mon nom. Je donc décidé, il écrit en août 1893, en octobre 1892, veuillez m'excuser. Il écrit je vois les risques, il y avait l'affaire de Panama qui se profilait. On en dira peut-être quelques mots, bien sûr. Et donc il écrit la même chose. Je souhaite à ce que mon nom disparaisse de ma société. Je suis prêt à racheter les actions, racheter mon nom, en fait, quelque part, de ma société, ma propre société, n'est-ce pas? Et je demande à ce qu'elle change de nom. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voyait certainement des difficultés avec l'affaire de Panama, oui. Et il pensait que sa société aurait peut-être des difficultés. Que son nom nuirait, finalement. Que son nom nuirait, peut-être, oui, parce qu'il avait été quand même... vous savez, il a une vie difficile. La Tour Eiffel n'est pas là par hasard. La Tour Eiffel est le fruit vraiment d'une détermination, d'une constance de travail et d'une recherche scientifique absolument incroyable. Moi, je suis là pour le défendre, évidemment, défendre son travail, défendre... j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait. Plus je lis, plus je constate les écrits de Gustave Eiffel. Je crois que la France, dans sa quasi-unanimité, est extrêmement fière de compter par... écoutez, la France a raison, parce que c'était une époque formidable. Cette époque. Ça symbolise une époque, et il a laissé cette Tour Eiffel, donc libre de droit, je le répète, elle appartient au monde, finalement. Et en fait, elle représente la science, elle représente l'ingénierie, elle représente un symbole, maintenant, qui est resté depuis 130 ans à Paris. Il l'a défendu quand il l'a construit. Il a dit la Tour Eiffel, telle qu'elle est, pourquoi dit-on qu'elle va abîmer Paris, ou que c'est une cheminée
une tôle de... Vous êtes d'accord, hein, on pourrait dire d'ailleurs quelques mots sur l'hostilité de certains Parisiens, de certains Français, quand ils ont vu l'érection de cette tour. Bien, c'était évidemment, on le prenait pour pratiquement un illuminé. Pas un illuminé, parce qu'on savait qu'il avait fait des grandes choses et qu'il avait réussi à construire ce viaduc de Garabit, notamment, qui était absolument exceptionnel, le plus grand viaduc du monde, 177 mètres de haut, sur les vallées de la Truyère, qui étaient très profondes, 573 mètres de long. On peut dire vraiment que c'était un exploit extraordinaire, avec des procédés nouveaux. Il était moins cher que les autres. Il n'a même pas eu de concurrence. On lui a donné tout de suite à faire après le viaduc. Il était moins cher, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est un ingénieur, un génie de la technologie et de la science, mais en même temps, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise aussi. Il marie les deux. Il a inventé, c'est pas qu'un professeur Cosinus, un inventeur, c'est aussi quelqu'un qui inventeur. Il fabriquait des pièces de fer, il les assemblait, et les fabriquait à l'avance, ce qui était quand même tout à fait exceptionnel. Il les envoyait sur place. Elles étaient montées généralement sans aucune retouche. C'est le cas de la Tour Eiffel en tout cas, mais c'est le cas aussi du viaduc de Garabit. Et surtout, il inventait des procédés nouveaux de lançage de ponts. Tout le monde le sait. On en a beaucoup parlé pendant le centenaire. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a pu répéter tout le monde. Mais c'est vrai que ces procédés de lançage étaient très innovants. On les reprend aujourd'hui avec des galets qui permettaient d'éviter les frottements, qui permettaient... Le pont était monté sur la berge, était ensuite transporté sur les piles. Et il a inventé des galets sur les piles qui permettaient aussi d'éviter les frottements et de pouvoir envoyer comme ça un pont dans le vide. Et puis, il y avait le système de montage en porte-à-faux, comme il a réalisé ça avec les ponts, et des montages, bien sûr, avec des câbles pour ces arches monumentales qu'il a fait, et qu'il a fait pour la première fois en Europe, grâce aussi à Théophile Siring, qui était son associé, polytechnicien. Il s'entourait très bien. Alors, tout ça, fait qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de fierté d'apporter. De fierté, mais en effet, il a ce nom, mais il était en but à des oppositions. Les descendants ont un devoir d'excellence. On peut essayer de faire des choses. On n'a pas le droit de faire des choses. On a le droit de faire des choses qui peuvent être des choses de mémoire dans l'excellence. C'est très difficile. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On connaît la vie de Gustave Eiffel. On a eu la chance, pour beaucoup, de vivre dans le milieu de ces objets scientifiques. Vous avez eu des témoignages pratiquement directs. Oui. Avec c'était sa fille, c'est ça ? Oui, sa propre fille, on peut dire... Qui vous a élevé, en partie. Elle m'a élevé en partie. Enfin, je la voyais très souvent. Valentine, elle est morte quand j'étais adolescent, j'avais presque 16 ans. Donc, jeune, évidemment, j'ai vécu avec Valentine. Son fils avait un appartement au-dessus, son hôtel particulier, place des États-Unis, avenue Diana, enfin. Voilà, et j'allais la voir très régulièrement. Alors, elle m'offrait des trains électriques, elle m'offrait des tours Eiffel qu'il fallait que je construise. Je trichais un peu, parce que c'était un peu difficile quand on avait 10 ans, alors je passais 2-3 heures dans sa chambre, et c'était une vieille dame, mais enfin, elle avait toute sa tête, et elle me parlait de son père tout le temps. Elle me disait, il faut que tu saches bâtir, il faut que tu apprennes à construire, etc. J'étais l'aîné de cette branche, et j'ai eu la chance je suis le seul descendant de ma génération, finalement, à avoir connu un enfant de Gustave Eiffel, parce que les autres sont morts, sauf Laure Eiffel, la sœur de Valentine, qui était très souvent d'ailleurs avec Valentine, qui était la mère de René Legrain Eiffel, qui était président de la Tour Eiffel jusqu'en 1973 quand même, et il a fait beaucoup pour la Tour Eiffel aussi. C'est lui qui avait fait, beaucoup, il s'est occupé de cette Tour Eiffel en tant que président, et il avait fait installer ces grillages qui permettaient d'éviter de se suicider, parce que il y avait beaucoup de suicides, maintenant il y en a moins, on a beaucoup plus de mal à le faire. Mais les gens grimpaient et ils se jetaient, voilà. Et il y en avait beaucoup, c'était un fléau à un moment, je vous parle des années 70. Et donc il a installé ça, je crois, en 1968, 69, et évidemment, ça a évité bien des nombres de suicides, et ça a découragé des gens. Peut-être sont-ils allés se suicider. Oui, peut-être, mais enfin, vous voyez, c'était un peu... voilà. Bon, enfin, bref. Est-ce qu'on pourrait, Philippe, revenir sur le contexte de Gustave Eiffel ? Parce que c'est vrai qu'on a une tendance, certains en tout cas, à réduire Gustave Eiffel à la Tour Eiffel, et puis un petit peu aussi à une partie de la statue de la Statue de la Liberté. Oui. Mais en fait, c'est, comme vous l'avez rappelé pour un viaduc, mais c'est une œuvre immense dont j'aimerais que vous nous parliez. C'est une œuvre immense. C'est une œuvre
qui est, on peut dire, très hétéroclite, on peut dire aussi. On l'appelait le magicien du fer, parce que Gustave Eiffel avait une affaire donc de fabrication métallique. On pouvait faire un petit portail. Vous pouvez faire votre portail de votre maison, vous alliez pouvoir faire une broche ou quelque chose. On utilisait déjà le fer, voilà. On utilisait le fer. Alors il a commencé avec la fonte. Et puis la fonte était un peu rigide, un peu difficile à travailler, elle était cassante. Et il s'est donc tourné vers le fer, plus souple, plus facile à travailler. Et c'est pour ça qu'on l'appelait le magicien du fer. Puis le fer est quand même la partie brute de la fonte, on peut dire. Et ça a été un peu une révolution, quelque part, parce qu'il a pu construire de façon plus légère. Oui. C'était surdimensionné autrefois, on ne voyait pas le paysage. Lui, il a laissé passer le paysage. Ses entretoises, son premier ouvrage à Bordeaux a été très réussi dans les années 1856. On pouvait affiner finalement par les bétons armés, par ce genre de choses-là, les colonnes. Alors, le fer a permis d'avoir une résistance identique, mais avec des entretoises et des systèmes qui étaient plus légers, plus écologiques peut-être, puis en même temps plus jolis, parce que c'est joli toute cette dentelle de fer, c'est le style Eiffel, ça maintient, chaque élément est important, tout était calculé. Il a participé aussi à la construction de l'église de Saint-Augustin. Bah écoutez, il a fait des églises, il a fait des synagogues, et on trouve une église également au Mexique, qui est au milieu de nulle part, qu'il a envoyé en kit, et ce sont les... En kit ? En kit, oui, tout à fait, avec des caisses en bois et des morceaux de fer qui étaient à l'intérieur, et ce sont les croyants mexicains qui finalement ont construit là l'église qu'avait dessinée, qu'avait préparée Gustave Eiffel. Et puis il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de constructions qu'il a fait à Paris, enfin on ne va pas toutes les répéter, tout le monde, il suffit de regarder maintenant sur Internet, on trouve le détail de ces constructions. Je ne suis pas là pour les rappeler, parce que c'est presque un peu fastidieux, si vous voulez. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.